Hier, des frappes contre le plus important site de gaz naturel liquéfié du monde au Qatar, menées en réponse au bombardement américain de la veille contre le gisement gazier iranien de South Pars, ont provoqué une onde de choc immédiate sur les marchés, faisant bondir les prix du gaz. Les infrastructures énergétiques semblent désormais être des cibles privilégiées dans le conflit. Faut-il redouter un choc gazier aux conséquences durables? Bonjour Nicolas Goldberg. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste de l'énergie à Columbus Consulting et au think tank Terra Nova. Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer, bon, d'abord évidemment, le pétrole du gaz, les questions donc de transport et les questions donc de destruction des lieux de production. Oui, effectivement, en fait, là, vous avez deux types d'énergie fossile qui sont touchés. Énergie fossile qui représente 60% de l'énergie qu'on utilise en France, hein, et ça, il faut le rappeler. Vous avez le pétrole qui transite, il y en a une bonne partie qui transite par ce détroit d'Ormuz qui a été fermé par l'Iran. Et ce pétrole est principalement à destination d'Asie, mais comme c'est un marché qui est mondial, quand vous avez de la tension quelque part, ça se répercute pour tout le monde. Là, il y a des routes des routes alternatives que le pétrole peut emprunter, hein. Ça peut passer par des oléoducs et ensuite prendre d'autres routes. C'est le cas, par exemple, avec l'Arabie Saoudite, hein, qui peut faire passer son pétrole d'est en ouest et passer par la mer Rouge plutôt que le détroit d'Ormuz. Par contre, le gaz naturel liquéfié, ça se transporte par bateau. Donc, quand vous fermez le détroit, il n'y a pas de route alternative. Donc, le gaz du Qatar, et le gaz du Qatar, c'est un cinquième du gaz naturel liquéfié mondial. Mais ça fait, depuis que le détroit d'Ormuz est fermé, et ben ça, c'est terminé. Continuons sur le pétrole. Donc, il n'y a pas eu de destruction de production pétrolière jusqu'à présent, Nicolas Goldberg. Il y a une possibilité qui est de construire des pipelines pour éviter donc le goulot d'étranglement du détroit d'Ormuz. Alors, ça a un coût et c'est un temps de construction. Bien Mais, sûr. mais certains pays, comme l'Arabie Saoudite, l'ont déjà fait, justement pour diversifier les routes d'approvisionnement, parce qu'on sait que le pétrole, ça a toujours été le nerf de certaines guerres, hein. Rappelez-vous de la guerre du Golfe, ça commence à dater, mais c'était déjà une des guerres pétrolières. Là, on est dans une guerre des énergies fossiles parce que l'Iran a bien compris que c'était le talon d'Achille des États-Unis et de potentiellement leurs alliés occidentaux. C'est pour ça qu'ils ont fermé immédiatement ce détroit d'Ormuz, hein, faisant monter les primes d'assurance pour tous les bateaux qui passent par ce détroit et qui du coup ne l'empruntent plus, et que des installations pétro-gazières sont visées. D'où le choc qu'on est en train de vivre en ce moment. Le choc, c'est-à-dire que le baril, selon vous, il va évoluer vers quels horizons? Il faut dire qu'au pire du pire, en 2008, je crois, le baril était à 147 $. C'était 147 $, mais il y a eu du baril plus haut à certains moments, hein. Avant la crise de 2008, pendant la crise de 2008, mais avant la faillite de Lehman Brothers, le baril était monté beaucoup plus haut, hein. Et certains vous diraient que c'est aussi une des causes de la crise qu'on a eue après. Mais donc tout ça pour dire que le choc pétrogazier, on y est déjà. Le baril de pétrole, il était autour de 60 dollars sur le Brent avant le conflit. Alors 60 dollars, c'était extrêmement faible, hein. C'est ça aussi qui faisait dire à certains Hmm. partis que finalement la transition énergétique, l'électrification, c'était pas si utile C'était pas une que ça. obligation. Bon, on voit bien que c'est clairement une obligation pour des questions climatiques, mais évidemment pour des questions de sécurité d'approvisionnement et d'économie. On est à plus que x2 sur ce baril. Jusqu'où ça peut monter, c'est très difficile à dire, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le baril monte à un certain niveau, vous avez de la destruction de demande. C'est-à-dire que vous avez tout le monde qui comprend qu'il faut Oui. baisser sa consommation, vous avez des entreprises qui arrêtent leur activité, donc vous avez un effet de rétroaction de la demande sur le prix. C'est ce qui fait que on commence déjà à avoir des effets de destruction de la demande, hein, chez certains logisticiens, mais si le baril monte à 140 $, il y en aura encore plus. Donc difficile de dire si ça va monter encore plus haut, parce que là, il y aura un effet de destruction de la demande. Bien évidemment, ce serait terrible. Le mieux, ce serait qu'on détruise la demande, mais en faisant la transition, en passant aux véhicules électriques, les pompes à chaleur, et en se débarrassant de ces énergies fossiles qui, on le voit, sont complètement mortifères pour l'Europe, hein. Le gaz, Le gaz, alors là, c'est un peu la même ambiance, mais il y a quelques différences. Le gaz aussi était extrêmement bas avant la crise, enfin en plein mois de janvier. Donc vous savez, le gaz, on a ce qu'on appelle l'hiver gazier. Ça veut dire que le gaz, ça se consomme surtout entre novembre et fin mars
pendant la période de chauffe. Et en dehors de cette période-là, qui consomme du gaz? Essentiellement les industriels qui s'en servent pour leur processus, pour chauffer, comme matière. Du coup, le gaz, en général, c'est un peu plus cher en hiver, et puis c'est moins cher pendant l'été gazier entre avril et fin octobre. Donc On là, a, on est presque à l'été gazier et le prix du gaz a multiplié. en fait, c'est là où les particuliers vont être un petit peu protégés, hein. C'est que les prix du gaz montent, mais à un moment où les particuliers ne se chauffent plus. Par contre, il faudra voir si ça dure jusqu'à novembre. Et moi, je vous fais la prédiction, ça va durer jusqu'à novembre. Donc, Pourquoi? il y aura quand même un impact. Mais alors, sur le gaz, justement, pourquoi on va l'expliquer. Le gaz naturel liquéfié, pour 1/5 dans le monde, ça vient du Qatar. Donc, le Qatar, c'est 1/5 du gaz naturel liquéfié, et ça passe exclusivement par le détroit d'Ormuz. Ça veut dire que quand le détroit est fermé, eh ben, vous perdez tout de suite 1/5 de la production de gaz naturel liquéfié. Ce gaz naturel liquéfié, historiquement, il était surtout consommé en Asie. Japon, Corée du Sud, Chine. Euh, L'Europe en consomme assez peu, mais c'est un marché qui est mondial. Enfin, vous imaginez bien, le gaz, il est chargé sur les bateaux. Les bateaux, ils peuvent accoster partout là où on peut les accueillir. Donc, il y a un effet qui est mondial sur le prix. Pourquoi est-ce que les prix vont, selon moi, rester hauts à un moment? C'est que depuis la guerre en Ukraine, le gaz naturel liquéfié, c'est une grande partie de l'approvisionnement en gaz de l'Europe, hein. Il y a une petite moitié, plutôt 40% du gaz européen qui vient du gaz naturel liquéfié, principalement des États-Unis, très peu du Qatar, hein, c'est 10%, mais comme on l'a dit, c'est un marché mondial, donc il y a un effet prix. Et sur le prix du gaz, il était à 28 en début d'année, 28 euros en hiver, c'est extrêmement bas pour du gaz. Là, on est plutôt autour de 60, c'est même monté à 68 à certains moments. Et ces prix du gaz, ils vont rester hauts. Et c'est ça qui est terrible. Pourquoi? Parce que des installations de production, de liquéfaction, pardon, ont été touchées au Qatar, et ça mettra 4 à 5 ans de les remettre d'aplomb. L'usine de liquéfaction est complètement à l'arrêt parce qu'ils ne peuvent plus sortir de leur détroit. Et surtout, en Europe, les stockages de gaz sont extrêmement vides et il va falloir les remplir pour l'hiver prochain. Et là, ça va commencer à devenir compliqué, là. Bon, heureusement, j'ai une proposition, Nicolas Goldberg. Pourquoi ne pas bloquer les prix? D'une part, parce qu'il y a un délai de latence, c'est-à-dire que le gaz que j'ai dans ma citerne ou que je voudrais avoir demain dans ma citerne parce que je vais faire une commande, il n'a pas transité hier par le détroit d'Ormuz, il est là depuis longtemps. Or, on me répercute immédiatement la hausse. Bah, en fait, si vous bloquez les prix, derrière, vous avez un sujet de volume. C'est-à-dire que cette commodité, elle est importée. Donc derrière, est-ce que nos fournisseurs vont continuer à nous fournir si nous, on bloque les prix? Alors, si vous avez un État qui est un petit peu Mais, riche et qui indemnise, mais Butagaz, ou peu importe la marque d'ailleurs, pardon d'en avoir cité une, mais a déjà importé ce gaz. une partie, mais pas la totalité. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y aura un effet de latence pour le gaz et le pétrole qui est déjà sur notre territoire. Ça aura peu d'impact, mais c'est quelques semaines de consommation seulement. Donc au bout de... Quelques semaines, on me dit que c'est 3 mois. oui, c'est 3 mois, mais 3 mois, ça n'est pas rien. 3 mois, c'est pas rien, mais derrière, si vous consommez tous vos stocks, derrière, vous êtes à la merci de tout le monde, parce que ces stocks, ils existent pour une raison. Ces stocks, ils existent si les volumes n'arrivent plus chez vous. Et ça va se passer pour certains pays, hein. Il y a déjà la Corée du Sud et le Japon qui font état de bateaux qui n'arrivent plus chez eux parce que les routes sont bloquées. C'est pour ça que la première ministre japonaise était avec Donald Trump hier. Sur l'Italie et la Belgique, le Qatar est en train d'invoquer le cas de force majeure pour dire bah, désolé, on ne va plus vous livrer. Donc en fait, ces stocks, ils sont là surtout pas pour contrôler les prix, mais surtout pour s'assurer que les volumes arrivent. Si vous bloquez les prix, certes, sur tout ce qui est chez nous, on pourra s'en sortir, mais vous avez un risque de sécurité d'approvisionnement qui va se jouer, sachant qu'aujourd'hui, il y a une énorme compétition mondiale pour faire accoster les bateaux chez soi. Si vous bloquez les prix, vous induisez un risque de sécurité d'approvisionnement. Bon, autre question. Imaginez que nous ne soyons pas français, mais par exemple américains producteurs de gaz. Je ne comprends pas pourquoi ces pays sont confrontés à une hausse des prix. Alors bien sûr, le marché est mondial, mais les coûts liés donc au gaz américain ou peu importe norvégien, bref, les pays producteurs, eux, pourquoi
exécute-t-il une hausse qui, en réalité, n'est une hausse que pour le gaz des pétromonarchies? Alors, en fait, quand vous êtes un pays producteur et un pays exportateur, en plus, vous avez plus de levier. Bon, la Norvège le fait pas parce que la Norvège aime bien exporter son gaz à très cher, hein. Bon, les Norvégiens, il faut voir que c'est un pays assez riche, c'est un pays très électrifié, hein, puisqu'ils ont beaucoup de barrages hydrauliques. Le véhicule électrique, là-bas, c'est une grosse partie. Les pompes à chaleur dans les bâtiments, c'est aussi dominant. Donc, en fait, la Norvège bloque pas ses prix très simplement parce qu'elle exporte. C'est un petit peu la même chose aux États-Unis, mais les États-Unis, eux, comme ils sont exportateurs d'énergie fossile, ils ont beaucoup de leviers. C'est-à-dire que s'ils veulent agir, à un moment, ils vont dire on va mettre un moratoire sur les exportations de pétrole des petits pétroliers indépendants, sachant que ces petits pétroliers indépendants ont le droit d'exporter depuis pas si longtemps que ça. Donc quand vous êtes un pays producteur, quand vous êtes un minimum autonome sur votre production, effectivement, vous avez plus de leviers. Si les prix de l'électricité s'étaient envolés, ce n'est pas du tout le cas, on aura eu des leviers, nous, pour dire, non, on bloque une partie des prix, parce que l'électricité, elle est produite chez nous, elle est largement exportée chez nos voisins, donc on aura eu plus de leviers. C'est aussi pour ça qu'il faut passer à l'électrique. Bien sûr, mais il y a aussi d'autres conséquences au fait de passer à l'électrique. On a du mal à anticiper ces phénomènes. Vous pensez qu'on est entré dans une période ou dans une séquence de hausse des prix durable pour combien de temps? Je sais, Nicolas Goldberg, que c'est très compliqué de répondre à cette question, mais est-ce qu'il faut imaginer qu'on est dans une séquence comparable à celle des deux précédents chocs pétroliers, du choc de 2008? Alors, c'est assez différent. Alors, si c'est difficile de prédire les chocs pétro-gaziers, en fait, c'est assez facile de le faire. Moi, je peux vous prédire que celui-là n'est pas le dernier. Voilà. On importe toujours en France 2 tiers des énergies fossiles. Ça vient de pays pas forcément alliés et de zones parfois instables, qui plus est avec la géopolitique contrariée qu'on a. Donc en fait, tous ceux qui vous ont dit que la transition, ça commençait à bien faire, que finalement les énergies fossiles, c'était pas cher et qu'il y avait une question de compétitivité, moi j'avais pris les paris qu'ils se trompaient à long terme. Et ce pari est gagné et en fait, c'était pas très dur. Voilà, on le sait que les énergies fossiles, c'est volatile. Après, combien de temps ça va durer? Sur le gaz, je vous prédis que ça va durer un petit moment et on n'est pas dans une crise comparable à celle des 2 dernières années parce qu'on n'est pas non plus avec un risque volume, on n'est pas non plus aussi cher que en 2022 où les prix du gaz étaient montés jusqu'à 350, mais ça va durer au moins jusqu'à avril 2027, donc la fin de l'hiver gazier de 2027. Merci Nicolas Goldberg, vous êtes consultant spécialiste de l'énergie. Dans quelques instants,